topo, en fait, il va présenter, donner quelques éléments, sans être exhaustif, en fait, de tout ce qu'on pourrait dire sur l'écologie, et surtout même sur toutes les stratégies, tactiques qu'on va peut-être essayer de discuter aujourd'hui. Mais surtout, en fait, l'important, c'est que dans la discussion, vous soyez libre de poser des questions ou de dire un peu vos expériences militantes pour ceux qui ont participé de plus ou moins près, en fait, aux dernières luttes écolo, et surtout que voilà, ce soit un échange vivant à la fin, et nous on va essayer d'ouvrir quelques discussions, mais bien sûr on referme aucun débat parce que voilà, le but c'est de lancer une discussion tous ensemble. Et du coup pour introduire en fait ce topo sur les stratégies face à la catastrophe, à la crise écologique, on pense que c'est bien de repartir d'un constat qui est celui que voilà, c'est plus la catastrophe est déjà là. On parle plus en fait d'un horizon lointain, on parle plus de date en fait 2050, 2100, d'une possibilité. En fait, cet été, il est venu nous rappeler que voilà, les conséquences de la catastrophe, on les sent déjà. Il y a un peu de dynamique qui font qu'on voit bien ça en fait, avec d'un côté tous les pays qui subissaient déjà depuis des années les conséquences de la crise écologique. Ils ont vu en fait une amplification là cet été. On a vu les canicules en Inde, je pense que vous avez tous un peu suivi ça, mais les canicules en Inde, au Pakistan. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait en Chine, ils traversent une vague de chaleur depuis quasiment 2 mois en fait, une vague de chaleur réellement historique. Et en fait, dans le même temps qu'il y a un renforcement en fait des conséquences de la crise dans ces endroits-là, la crise elle se répand aussi en fait à des territoires qui étaient jusque-là plus ou moins épargnés quoi. Comme on a vu en fait en Europe et en France, alors que jusqu'à présent ça allait plus ou moins bien quoi. Et là c'est venu nous frapper plutôt de plein fouet avec par exemple il y a eu plus de 2000 morts en fait au Portugal, en Espagne, des suites en fait de la canicule. Mais ce qu'on voit, c'est que face à ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan de bataille, et surtout que le mouvement écolo, il a l'air d'être un peu paralysé, ou en tout cas en panne d'inspiration militante. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de recherche stratégique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on aperçoit aussi dans les derniers événements qu'on a pu suivre en fait au niveau du mouvement climat. Les dernières marches, en fait, elles ont été peu suivies, et notamment, il n'y a pas longtemps, il y a un reporter qui faisait un article sur une des dernières marches en fait pour le climat et qui interrogeait une militante qui s'appelle Carole, et je vais vous citer ce qu'elle dit parce que je trouve que c'est assez parlant de l'état d'esprit et en fait de la difficulté face à laquelle on se trouve. Elle disait voilà, où sont les gens, où est passée la colère, il faut qu'on se réveille et qu'on s'organise. En face, les multinationales elles ne sont pas en panne de stratégie. Et je pense que c'est un peu ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire de réfléchir à pourquoi il existe un contraste brutal entre d'un côté l'accélération des phénomènes climatiques et notamment de leurs conséquences sur nos vies à tous, même ici, et de l'autre côté en fait une forme de démobilisation ou en tout cas de démoralisation du côté du secteur militant. Bien sûr, le Covid, il n'a pas aidé en fait à réorganiser la lutte, etc. Et bien sûr, ça a été un accélérateur. Mais nous, on pense que ce qui est aussi en jeu, c'est l'importance aussi de discuter de stratégie quand on parle en fait de la crise climatique et de comment en finir. Cet été aussi, il a été marqué par en fait les dynamiques à la désertion. Je ne sais pas si vous avez vu en fait par exemple les jeunes ingénieurs d'AgroParisTech qui ont fait une intervention en fait à la fin de leur diplôme pour dire que voilà, ils voulaient plus participer à une société où en fait on leur promettait que des bullshit jobs en fait pour faire du greenwashing et soi-disant améliorer la situation alors que ça allait aller de mal en pis, et qui ont décidé de partir en fait et de ne pas participer à ce système. Mais on voit aussi partout se propager l'idée que ce qu'il faudrait c'est changer nos fonctionnements individuels, changer nos modes de vie, faire autrement, voyager autrement, manger autrement, etc. Et c'est même l'idée que impulse le gouvernement après la crise qu'on a vécue cet été, quand Macron il dit « Maintenant c'est fini de profiter, on va devoir tous changer nos modes de vie, bouleverser nos quotidiens, etc. » Nous, à l'inverse de ça, et à l'inverse aussi de toutes les solutions qui diraient que la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre un pansement sur le système, aller voter, aller changer les choses par les urnes. On pense qu'il y a une solution bien plus radicale face au problème qui nous occupe. Et c'est ce qu'on veut essayer de discuter ici, de faire le bilan un peu de la stratégie qui a été celle du mouvement climat ces dernières années, de voir en fait quelles sont les limites et les avancées qu'on peut prendre, et de voir aussi comment nous,
on construit un autre horizon du possible en fait à partir du marxisme. Et donc pour dire un peu comment ça va s'organiser, d'abord on va commencer par essayer de pointer les responsables de la crise, parce que nous on est anticapitalistes, on pense que la crise c'est pas une crise de rien, c'est une crise du système capitaliste. Et ensuite on essaiera de discuter en fait de voilà, quelles ont été les limites du mouvement climat ces dernières années, en notre sens bien sûr, et en dernière instance on essaiera de nous vous proposer une stratégie qui vient en fait de notre tradition du marxisme révolutionnaire. Et ouais, du coup, pour commencer, moi je vais essayer en fait dans cette première partie de montrer deux choses principales. La première, c'est que nous on pense que la crise écologique, comme l'a dit Aurélia, c'est une crise du capitalisme. Et en même temps, il y a quelque chose en fait qu'il faut essayer de regarder de manière très sérieuse dans la période qui s'ouvre. C'est comment en fait le capitalisme il va s'organiser pour continuer en fait à amasser des profits dans cette période en fait de crise et de tension qui s'annonce. Et du coup, pour commencer sur le premier point, nous on pense que c'est pas une crise en fait qui tombe du ciel, ça arrive pas par hasard comme ça. C'est une crise dont on peut retrouver et identifier en fait très précisément les responsables et les dynamiques à l'œuvre en fait. Et ça a été en réalité très flagrant cet été. On voyait en fait pendant que l'Europe y cramait, pendant qu'il y avait des sécheresses, pendant qu'il y avait des villes qui manquaient d'eau, etc. T'avais les Bernard Arnault, etc. qui étaient dans leur jet privé, qui étaient dans leur yacht, où en fait il y avait des dérogations sur les restrictions d'eau pour les golfs. Mais bon, ça a été beaucoup pointé, mais c'est un peu en fait l'arbre qui cache la forêt en réalité. Parce que si en fait ceux-là, les Bezos, les Bernard Arnault, les Pinault et tout, ils peuvent prendre des jets comme ça pour faire des petits voyages d'une heure, c'est parce qu'en réalité ils reposent en fait sur une montagne de fric qui provient en fait de leurs usines, de leurs entreprises, qui continuent en fait à tourner sans cesse, qui continuent à polluer. Et c'est ça qu'on veut pointer nous ici, c'est qu'en fait le problème principal c'est que la bourgeoisie elle configure. Elle choisit en fait sans cesse qu'est-ce qu'elle va produire, qu'est-ce qu'elle va échanger, comment on va produire les choses, comment, quand. Et en fait, son seul objectif là-dedans, c'est pas en fait de protéger la planète ou quoi, c'est les profits et c'est de venir en fait écraser ses concurrents pour pouvoir faire ses profits. Et du coup, oui, là-dedans, comme je disais, le respect de l'environnement, c'est un peu le dernier de ses soucis. Et souvent, même au contraire, polluer, ça permet en fait de limiter des coûts en dernière instance. Et des exemples un peu marquants pour voir ça, c'est par exemple que, je pense que vous en avez entendu parler, mais les entreprises pétrolières, elles sont au courant en fait de la crise depuis les années 50 en gros, en fait qu'est-ce que ça va faire le réchauffement climatique et comment c'est un danger en fait pour l'humanité. Un exemple de ça, c'est en 65. Un groupement en fait des principales entreprises pétrolières américaines, ils font un rapport interne sur en fait l'état de la recherche sur le réchauffement climatique. Et les conclusions de ce rapport-là, elles se rapprochent un peu des conclusions du premier rapport du GIEC, mais en gros avec environ 30 ans d'avance, quoi. Et bon, vous imaginez bien qu'ils sont pas allés tirer la sonnette d'alarme, faire les lanceurs d'alerte du climat ou quoi. Ils ont bien gardé le silence. Ensuite, pendant des dizaines d'années, ils ont alimenté en fait toutes les stratégies climato-négationnistes. Et aujourd'hui, en fait, c'est les mêmes qui viennent nous faire croire que ça va être en fait les solutions à la crise. C'est les Total Energy qui se rebaptisent en Total Energy alors que c'était Total. Et ce qu'on voit bien, c'est que ce greenwashing, en fait, ces stratégies de nous faire croire que c'est eux les solutions à la crise, c'est totalement la continuité de toutes ces stratégies pour pouvoir continuer en fait à extraire les énergies fossiles, pour pouvoir continuer à amasser les profits. Et moi, il y avait un exemple en fait que je trouvais ultra parlant qui m'avait à l'époque pas mal marqué. Je pense que vous avez vu la vidéo. C'est quand le mouvement climat il vient bloquer l'assemblée générale des actionnaires de Total. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, si vous l'avez vu. Du coup, il bloque l'assemblée générale et tous les actionnaires ils sont là, ils trépignent devant, ils ont envie d'entrer et tout. Et ils insultent copieusement les militants et tout. Et il y a un militant climat qui pense qu'il va mettre la honte en fait à un actionnaire en le filmant et en lui disant c'est vos petits enfants, ils vont être fiers de vous en voyant que vous dites des insultes et tout. Et le mec il répond, je le cite, mes petits enfants ils vont être très contents parce que je bosse dans le pétrole, connard. Et qu'en fait avec ça on voit bien que la bourgeoisie elle se fout en réalité de détruire la planète. Et en fait en dehors des stratégies marketing de la peinture verte de façade, elle l'assume totalement en réalité. Et que la finalité de ça, c'est qu'en France, on a 63 milliardaires qui émettent avec leurs entreprises, avec leur capital financier, plus de CO2 que le Danemark, la Finlande et
la Suède cumulée. C'est-à-dire que tu as 63 personnes, 63 bonhommes qui organisent la production et qui émettent plus en fait que 3 pays cumulés en même temps, quoi. Et bon, là on a parlé plus voilà, de la catastrophe écologique comme un lien avec le capitalisme. Et ce qu'on voit, et c'est un peu une évidence, mais c'est qu'en fait, cette catastrophe et cette crise, par définition, c'est une crise en fait planétaire, c'est une crise mondiale qui impose une analyse qui est une analyse en réalité et une stratégie internationaliste. Ce qu'on voit bien, c'est que les émissions de gaz à effet de serre qui viennent d'un pays, elles n'ont pas de frontières comme ça, elles ont un effet en fait global sur le globe, c'est le cas de le dire, mais par contre elles ont un effet extrêmement différencié. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que alors que c'est la bourgeoisie en fait des principales puissances impérialistes qui est responsable de l'écrasante majorité des émissions de gaz à effet de serre, c'est justement les pays sous domination impérialiste qui subissent en fait actuellement le gros des conséquences de tout ça. Par exemple, 9 des 10 pays les plus exposés à la crise climatique, ils se situent actuellement en fait en Afrique subsaharienne. Et si on dresse une carte des régions les plus exposées aux conséquences de la crise climatique, en fait c'est du coup l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Et si tu dresses une carte en fait à côté des principaux émetteurs historiques de gaz à effet de serre, c'est quasiment la carte inverse en fait. Et en plus de ça, en plus en fait de ces responsabilités différenciées en fait de bourgeoisie impérialiste et qui subit les conséquences, les pays sous domination impérialiste en priorité, même si aujourd'hui, comme je disais, on voit qu'on commence aussi en fait à subir les conséquences et les plus précaires forcément en première ligne. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réelle démarche consciente de la bourgeoisie d'aller exporter toutes les pollutions, les industries polluantes, les nuisances et les marchandises en fait les plus nuisibles vers aussi ces pays sous domination impérialiste. Il y a une phrase qui résume très bien ça de Lawrence Summers, donc qui est économiste en chef de la Banque mondiale quand même, et il dit en 91, je le cite: entre nous, la Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager plus de migration des industries polluantes vers les pays les moins développés? Je pense que la logique économique qui consiste à déverser une part des déchets toxiques dans les pays où les salaires sont les plus faibles est impeccable et nous devrions l'assumer. J'ai toujours pensé que les pays sous-peuplés d'Afrique sont largement sous-pollués. Donc voilà, c'est flagrant, c'est une logique assumée, quoi. Et la conséquence de ça, la conséquence directe de ça, c'est qu'en fait toutes ces pollutions qui permettent en fait à la bourgeoisie d'amasser des profits, c'est les populations des pays en fait, voilà, sous domination impérialiste qui les subissent en premier lieu. Un exemple, c'est 90% des 9 millions de personnes qui meurent en raison de la pollution de l'air, ils sont en fait dans les pays à faible et moyen revenu. Voilà, donc on a vu un peu le caractère voilà, mondial et les dynamiques aussi d'impérialisme sur cette crise-là. Mais ce que je disais un peu en introduisant, c'est que cette destruction de l'environnement, cette crise qui a été voilà, causée par la recherche en fait, des profits, elle va en fait impacter le capitalisme. Et que sur plusieurs plans en fait. Un élément je pense qui est important à noter, c'est comment en fait aujourd'hui on prévoit déjà des baisses de la productivité du travail en raison en fait de l'augmentation des chaleurs. Il y a des chercheurs, bon, ils se battent un peu sur les chiffres, etc., parce que c'est compliqué à chiffrer précisément, c'est très prospectif, mais ils estiment que par exemple d'ici à 2050, la productivité du travail, pendant les mois chauds, elle devrait baisser en gros de 20% à l'échelle mondiale. Pareil en fait, ça va causer et accroître en fait l'instabilité du capitalisme, avec voilà, des difficultés pour cultiver, des baisses des rendements agricoles. Je ne sais pas si vous avez vu là en Italie cet été, mais en fait il y a eu des baisses de rendements agricoles extrêmement élevées, ça s'est chiffré en milliards en fait. Il y a aussi voilà, il peut y avoir des difficultés à assurer toutes les chaînes en fait, d'approvisionnement, des destructions avec les montées des eaux ou la multiplication en fait, des catastrophes, et ça va avoir un coût en réalité. Et ce qu'on a vu aussi, c'est pendant en fait, l'épidémie du Covid, comment en fait, le Covid il est venu impacter profondément en paralysant en fait, l'économie mondiale, et que voilà, au final c'est nous qui avons payé les conséquences aussi. Et donc, face à ces perturbations, il y a un développement en fait, de ce qu'on pourrait appeler en fait, une écologie bourgeoise. Et en fait, bon, faut pas s'y tromper, hein. C'est pas une écologie qui a pour but de régler la crise et qu'on vive tous voilà, main dans la main dans un monde vert, etc. C'est une écologie qui a pour objectif
de continuer à amasser les profits et de maintenir en fait l'ordre qui est nécessaire pour ça. Il y a plusieurs tendances là-dedans, mais on ne va pas rentrer dans les détails, même si c'est une discussion qui est intéressante. Mais notamment, on voit en fait depuis quelques dizaines d'années le développement tout un volet financier en fait autour de l'assurance des risques écologiques, de plein de produits financiers en fait qui servent à sécuriser les investissements et essayer de compenser les pertes potentielles en fait qui vont résulter de cette catastrophe, de cette crise écologique. On voit aussi tout le développement des discours en fait technosolutionnistes. En France, on a Macron, c'est une espèce de champion absolu de ce truc-là, où on t'explique en fait que l'avion vert, l'hydrogène, etc., ça va régler la crise, il n'y a pas de souci, il suffit d'attendre un peu. En fait, ça, c'est uniquement une manière pour la bourgeoisie aussi de se positionner, de profiter de nouveaux marchés qui vont émerger en réalité à la faveur de la crise. Et je pense que le plan principal et le plus important à voir, c'est en fait tout le développement de politiques antisociales pour être sûr de faire payer la crise en fait aux plus pauvres, aux classes populaires, aux travailleurs. On voit ça en fait actuellement même avec toutes les tensions qu'il y a en fait autour de l'énergie en Europe, notamment en lien avec la guerre en Ukraine, et qu'il y a tout un discours non seulement du gouvernement, mais aussi en fait des énergéticiens, des entreprises qui nous vendent l'énergie, qui disent là ça va être chaud, il va falloir être responsable, il va falloir en fait se serrer la ceinture et tout, alors que c'est les mêmes énergéticiens en fait qui se gavent littéralement actuellement de la hausse des prix en fait de l'énergie. Et bon, il y a cette du coup écologie bourgeoise qui se développe, et comme je disais, c'est pas une écologie qui va résoudre la crise, c'est même pas son objectif en réalité. Et ça, on le voit très bien parce que les tendances lourdes, le moteur de la crise, en fait, il reste à l'œuvre. Ce que dit en fait Mal Simpson, directeur de Stockholm Environment Institute, c'est que malgré 2 décennies de politique climatique, les niveaux de production d'énergie fossile, ils n'ont jamais été aussi hauts. En gros, la production des énergies fossiles, c'est pas prévu de se stopper pour l'instant, et on les comprend, les entreprises qui produisent ça, c'est une manne financière énorme, ça représente des profits qui sont complètement exubérants, je sais pas si c'est le terme, mais c'est en gros 3 milliards de profits nets par jour depuis 50 ans pour ce secteur-là, et on comprend, voilà, ils vont pas s'arrêter en fait d'extraire et de faire des profits là-dessus. Et un truc, je pense, qui est assez marquant pour voir cette dynamique, au-delà du fait que quasiment tout, en fait, toutes les entreprises d'extraction d'énergie fossile, elles augmentent en fait leurs objectifs de production à l'échéance 2030-2050. Elles ont prévu d'augmenter l'extraction et la production. Aujourd'hui, il existe en fait dans le monde 425 bombes carbone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Ça avait fait un peu de bruit quand c'était sorti. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Mais en fait, c'est 425 projets, soit ils sont encore dans les cartons, soit ils sont en cours en fait, de construction, des 425 projets d'extraction d'énergie fossile. Et en fait, si ces projets ils sont menés à terme, ils vont envoyer dans l'atmosphère 2 fois plus de gaz à effet de serre que en fait, la quantité maximale qu'il faudrait envoyer pour rester sous les 1,5 degré de réchauffement climatique. Ça veut dire qu'en fait, dans le monde, actuellement, tu as 425 sites, on sait où ils sont, on sait en fait quelles entreprises vont en bénéficier, on sait en fait voilà, qui va empocher les profits à la fin, etc., qui envoie toute l'humanité en fait dans la crise climatique, un réchauffement à plus 2, plus 3, etc. Et bon, ça c'est un peu pour dire, pour faire les petits gestes, etc., si on ne règle pas ce problème de fond, ça va être un peu compliqué dans tous les cas, quoi. Et voilà, il y a une certitude, je pense, qu'on peut avoir. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la période qui va s'ouvrir, avec toutes les tensions que ça va créer. Mais il y a une certitude qu'on peut avoir, c'est que dans les mains de la bourgeoisie, la crise, elle va empirer en réalité. Et même, en fait, la bourgeoisie, elle n'est pas dupe de ça. Elle est très consciente de ça. Et en fait, un autre volet qu'on pourrait aussi ranger dans l'écologie bourgeoise, c'est en fait toutes les préparations sécuritaires, militaires, pour faire face à cette période de troubles à venir, et notamment en fait pour pouvoir faire face à des potentiels épisodes de lutte des classes. On voit beaucoup sur ce volet-là le renforcement des frontières, en fait, la militarisation des frontières, parce que la bourgeoisie, elle sait que avec le réchauffement climatique, avec la crise écologique de manière globale, il y a des gens, en fait, ils pourront juste plus vivre sur leur territoire. Ils vont devoir bouger, et la bourgeoisie, elle se prépare en fait à les recevoir avec des frontières militarisées, à les tuer aux frontières et tout, comme ça se fait déjà en réalité, mais là avec une ampleur encore plus élevée, quoi. Il y a également en fait une préparation militaire consciente. Ça fait depuis en gros les années 2000 que les armées elles regardent assez sérieusement le problème de la crise climatique, en se disant bon déjà comment on va continuer à se faire la guerre en gros dans un monde en crise, donc avec des conséquences physiques pour le champ de bataille, etc. Mais surtout
en étant consciente et en formalisant même dans des rapports qui sont publics, il y a le rapport stratégique climat-défense par exemple de l'armée française, en formalisant le fait que la crise écologique, ça va être en fait à l'origine de troubles, de tensions à l'échelle mondiale, et que l'armée se prépare en fait à faire face à ça, quoi. Elle se prépare notamment, non seulement voilà, à les réprimer à droite à gauche, mais surtout aussi à des potentialités en fait de conflits interétatiques. Les conflits interétatiques, on peut voir, ils pourraient surgir en fait autour de questions comme l'eau, l'accès à des ressources, à l'énergie, ou en fait même les risques ou les tensions que ça fait pour la bourgeoisie, en fait, les migrations en fait, climatiques qui peuvent arriver. Et voilà, ce qu'on peut retenir un peu de cette partie-là, c'est qu'il y a une contradiction qui est flagrante entre le niveau de préparation de la bourgeoisie à cette crise, qu'elle a une manière de se préparer consciemment, d'avoir des moyens aussi pour se préparer à ça, et notamment aussi le niveau de préparation des secteurs les plus réactionnaires, parce qu'aujourd'hui il y a aussi voilà, l'extrême droite qui commence à s'emparer un peu de ces thématiques-là, parce qu'elle s'est rendue compte que voilà, une crise écologique qui s'accentue, c'est aussi un moyen de pouvoir faire avancer en fait, un agenda ultra-réactionnaire, de pouvoir surfer sur toutes les politiques sécuritaires, de défense des frontières, etc. Donc il y a une contradiction entre justement ce niveau de préparation et en fait le niveau de préparation de notre temps social face à cette crise. Attention, nous on ne dit pas qu'il y a un problème de radicalité ou de compréhension ou de conscience dans la jeunesse de ce à quoi on est en train de faire face. La réalité c'est que les jeunes sont très conscients. Il y a 60% des jeunes qui se disent inquiets, voire très inquiets en fait du réchauffement climatique. 77% des jeunes qui disent qu'ils ne savent pas comment va être le futur et que c'est assez effrayant. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui veulent agir mais qui ne savent pas vraiment comment agir. Et pour nous, cette forme de démoralisation, cette impasse dans l'action, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient en fait des conséquences, ou en tout cas des consécutives des stratégies qui ont été mises en place par le mouvement climat ces dernières années et qui ont mené en fait à des échecs dans la modification du système, etc. En vérité, pour donner un exemple un peu de la démoralisation qui peut exister dans le mouvement climat, on se retrouve quand même aujourd'hui avec un été où les seules actions qui ont été possibles, c'est d'aller faire des trous dans des golfs, détruire des petites parties de jets privés, etc. Et en fait, il y a des militants qui en sont relégués à aller se gluer au périph', voilà, comme le cas de Dernière Rénovation, par exemple, qui est un collectif qui se bat pour l'isolation des habitations, etc. Et du coup, en fait, on voit que les revendications, elles sont toujours plus minimales et toujours plus réduites, parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on peut obtenir, c'est un peu, des mesurettes, ou en tout cas des petites avancées, et que ce sera déjà ça, et que en fait, ça va être trop dur de faire plus. Il y a une citation que je voulais donner quand même d'une militante qui s'appelle Sacha, qui a été interrogée il n'y a pas longtemps par Apolline de Malherbe. Je ne sais pas si vous connaissez cette figure réactionnaire de RMC, mais en fait je trouve que c'était assez intéressant parce qu'elle dit un truc qui est assez parlant de la conscience d'une partie de la jeunesse. Elle dit est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans un monde dans lequel 1 milliard de personnes vont devoir partir de chez eux? Et je pense que ça c'est assez brutal dans l'impression en fait de notre génération, en tout cas, que l'avenir il va être assez sombre, mais par contre c'est pas vraiment encourageant en termes de stratégie. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2018, il y a eu des luttes sur le climat. Il y a eu en fait les mobilisations Fridays for Future organisées en fait autour de Greta Thunberg d'abord au début. Donc c'était une militante qui en fait est partie en fait devant le Parlement suédois, etc., et qui a réveillé une partie de la jeunesse. Il y avait un peu à l'époque on va dire 2 tendances, mais qui pour nous rejoignent un peu la même stratégie, qui était d'interpeller les gouvernements. Il y avait d'un côté des manifestations, des grèves du vendredi en fait organisées dans le monde entier en fait par des lycéens, des collégiens, etc. Et moi je me souviens en fait que quand j'avais été dans ces manifestations, j'avais trouvé ça impressionnant parce qu'il y avait des jeunes filles de 14 ans qui disaient qu'elles avaient peur de vivre dans un monde sans abeilles, qu'en fait on n'avait pas de planète B, qu'on allait en fait se retrouver en fait dans un avenir en flammes, etc., et que personne ne faisait rien. Et il y avait une conscience brutale et une inquiétude brutale face à la crise qui a fait sortir en fait des milliers de jeunes dans la rue. Et en même temps, il y avait une avant-garde aussi qui se mobilisait autour d'actions plus coup de poing, etc., notamment en fait avec l'émergence d'Extinction Rebellion, et qui s'est en fait beaucoup installée autour d'actions de blocage, de récupération en fait de lieux comme la place du Châtelet à Paris, etc.
Et ces mobilisations, elles ont quand même une forme de force, dans le sens où elles montraient une envie, avec parfois plus d'1 million de personnes dans les rues, en fait, au plus fort des mobilisations, avec des luttes qui ont été jusqu'aux États-Unis, etc. Mais pour nous, le problème, et on pourrait essayer de discuter un peu ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est que ces mobilisations, elles ont beaucoup maintenu la confiance dans les États capitalistes pour résoudre la crise climatique. En fait, le mouvement, il s'en est un peu réduit à exposer des revendications au gouvernement, que ce soit la mise en fait dans la loi de l'urgence climatique, ou même par exemple l'idée qu'il fallait avoir des cours au niveau des lycées, des collèges sur la question climatique, mais en fait sans jamais remettre en question les États, les gouvernements qui en fait sont aussi responsables de la crise et notamment en fait sont aujourd'hui main dans la main avec les actionnaires, avec les profiteurs en fait, et qui pour nous en fait en tant que marxistes servent les intérêts de la bourgeoisie. La réalité, c'est quand on dit que le système capitaliste est responsable de la crise, ce qu'on dit aussi, c'est que les États qui protègent et permettent en fait de maintenir l'ordre nécessaire à l'organisation sociale et politique de ce système sont aussi responsables. L'État, pour ces militants, ça a été beaucoup nommé comme un arbitre neutre en vérité, auquel on pourrait faire pression, où en fait la crise écologique ce serait une forme d'anomalie du système capitaliste, mais qu'en fait on pourrait en fait réformer, modifier, etc. ce système. La réalité, c'est que c'est ce même État qui tire des grenades sur Rémi Fraisse, qui réprime les luttes comme Notre-Dame-des-Landes, qui réprime et qui ramène le GIGN dans des luttes dans les colonies. En fait, quand il y a eu des luttes, par exemple, il n'y a pas longtemps en Guadeloupe, qui sont notamment liées à la question du chlordécone et de l'infestation de pesticides en fait dans les colonies. Et c'est en fait cet État-là avec lequel on voudrait nous dire qu'il faudrait négocier. La réalité, c'est que même quand l'État et les États et les gouvernements bourgeois et les impérialistes prennent des mesures, elles sont très très minimales. Andreas Malm, qui est un militant en fait, auquel on fera un peu référence, je pense, dans le topo, il explique que depuis la COP21, les États-Unis ils ont augmenté leur réseau d'extraction de gaz et de pétrole. L'Allemagne, elle continue d'extraire chaque année plus de 200 millions de tonnes de lignite. Et surtout, on continue d'extraire et d'explorer en fait des nouveaux pans en fait de la nature en fait pour trouver des énergies fossiles. Et même les États qui ont proclamé l'état d'urgence climatique, comme le Royaume-Uni par exemple, en réalité, ça ne les empêche pas, par exemple, d'accorder des nouveaux permis d'exploitation et de gaz, de pétrole dans la mer du Nord, etc., etc. Et même si les actions de désobéissance civile, les actions plus radicales, on va dire, dans leurs images, ont pu paraître parfois d'impulser en fait une force plus importante, la réalité c'est que c'est un peu la même logique vis-à-vis de l'État. Parce que quand Extinction Rebellion dit par exemple qu'on peut voilà, interpeller la police, rester en fait calme voilà, face à la répression d'État, etc. Ce que ça pose aussi, c'est l'idée que la crise climatique, c'est juridiquement condamnable, c'est une anomalie, et finalement ce ne serait pas constitutif du système dans lequel on vit. Finalement, on pourrait juste pacifiquement essayer en fait de briser les consciences de nos gouvernements, les forcer à agir, etc. Pour nous, c'est un peu plus compliqué que ça. La réalité, c'est que c'est un système qui fonctionne assez bien et contre lequel il va falloir se battre de manière un peu plus, non pas violente, parce que pour nous, c'est pas une question seulement de violence, mais c'est une question plus de rapport à l'État et au système. Pour finir un peu sur les limites du coup du mouvement climat de ces années-là, et donner peut-être deux autres un peu limites sans rentrer trop dans les détails, et c'est lié en vérité, mais le mouvement climat il a eu du mal aussi à s'auto-organiser, c'est-à-dire que la réalité c'est qu'il n'y avait pas d'assemblée générale dans les facs, il n'y avait pas d'assemblée générale dans les lycées, et du coup ça laissait beaucoup d'espace à ce que des directions comme Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, etc. puissent prendre le lead du mouvement et empêcher en fait à la radicalité de s'exprimer jusqu'au bout. Et par ailleurs aussi, et c'est bien sûr évidemment pas étranger l'un et l'autre, mais ce qui a été aussi difficile pour le mouvement, c'est de se lier avec d'autres secteurs en fait qui étaient en même temps en lutte, que ce soit les Gilets jaunes à l'époque qui posaient la question justement de qui doit payer la crise. Est-ce que c'est les travailleurs précaires qui en fait se tapent d'aller au taf en caisse parce qu'en fait ils n'ont pas d'autres moyens de transport, qui doivent payer plus cher le gasoil, etc. parce qu'il y a une taxe carbone, ou est-ce que en fait c'est les PDG de ces entreprises-là en fait qui produisent les énergies fossiles.
Et alors que ces gilets jaunes, ils posaient cette question, il y a eu de rares jonctions, mais qui n'ont pas été en fait jusqu'au bout de leur potentialité. Et pour nous, par exemple, ça aurait été un cocktail un peu plus explosif si en fait sur les Champs-Élysées, il y avait en plus des gilets jaunes, voilà, des jeunes pour le climat, qui criaient révolution aussi aux côtés des ouvriers précaires pour dire voilà, on veut abattre ce système aussi parce qu'il détruit la planète et il nous empêche d'avoir un avenir envisageable pour la suite. Et ça n'a pas eu aucune conséquence. La réalité, c'est que cette stratégie-là, qui fait que le mouvement il a pu être coopté par voilà, le gouvernement. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque, mais juste après le mouvement, il y avait des vidéos de Macron sur Combini à l'adresse de la jeunesse. Pendant tout le Covid, même c'est pareil, ils ont fait toute une campagne, voilà, en fait, sur les réseaux sociaux, etc. Et surtout, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui a été voilà, un énorme bullshit, en fait, où en dernière instance, ce qui a été proposé est bien en deçà de la crise à laquelle on fait face, et qui a permis à Macron un peu de se relocaliser et qui a atténué la possibilité que le mouvement aille un peu plus loin et des perspectives plus radicales. Et de l'autre côté aussi, un autre type de cooptation, on peut en parler ces derniers temps, c'est voilà, les cooptations plus réformistes, la NUPES, et l'idée en fait qu'on pourrait tout simplement voilà, juste réformer le système et s'en retrouver avec des solutions seulement institutionnelles. Justement, là, on va aborder ça. C'est un peu, en fait, en réalité, le dernier stade récent des conséquences de cette stratégie du mouvement climat qui s'est voilà, rangé très majoritairement pendant les élections derrière l'Union populaire, puis derrière la NUPES. On a vu ça sous plusieurs angles. Il y a des figures du mouvement climat qui ont rejoint en fait, le Parlement de l'Union populaire et il y a eu des appels au vote en fait, assez massifs. Qui se sont multipliés souvent justement en invoquant beaucoup le sentiment d'urgence et la notion d'urgence en fait autour de la crise. On va revenir en fait sur cette notion d'urgence parce que c'est un peu la géométrie variable. Mais ça vient pas de nulle part, c'est parce qu'en fait je pense qu'il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que la campagne de l'Union populaire elle a mis en fait en son cœur la question de l'écologie. Enfin, en fait, même ils ont énormément fait de bruit là-dessus. Ils ont construit tout leur programme en réalité autour de ça, quoi. C'était un pivot en quelque sorte. Ils ont même fait une critique en fait du manque d'action du gouvernement. Ils ont agité en fait la nécessité d'une action d'ampleur, tout en essayant en fait de se parer d'une certaine radicalité, notamment en fait au travers des dénominations en fait dans leur programme, en disant que c'était un programme de rupture avec le néolibéralisme, en disant qu'on allait faire la planification écologique, qu'on allait faire la règle verte. Je ne sais pas si vous voyez la règle verte, que le fait de ne pas extraire plus en fait en un an que ce que la nature est capable de régénérer. Et en fait, c'est vrai que Mélenchon aussi dans cette élection, c'était un peu le seul gros candidat, on va dire, qui disait en gros, voilà, la crise climatique est déjà là. C'est une menace massive pour l'humanité. Il faut voir comment on fait pour s'organiser pour faire la bifurcation écologique, du coup. Mais bon, derrière toute cette radicalité de façade, c'est un programme qui en réalité laisse l'écologie et la production dans les mains du patronat, qui ne va jamais poser cette question jusqu'au bout. Il y a plusieurs exemples dans toutes leurs mesures qui montrent ça, mais je pense qu'il y a un exemple qui est assez parlant et qui montre cette logique en fait, qui est plutôt de convaincre les entreprises qu'elles ont un avantage à faire une transition écologique et à les aider, plutôt que de poser la question de en fait pourquoi l'entreprise pollue et qu'en fait voilà, on devrait s'organiser pour en fait mettre fin à ça. Cet exemple en fait que je trouve assez parlant, c'est sur la planification écologique. Il parlait en fait d'un conseil pour planifier et organiser cette production. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, si vous aviez suivi, mais il dit en gros, dans ce conseil, il y aura des ONG, des citoyens, des politiques, etc., et aussi des chefs d'entreprise. Donc en fait, on vient de dire que dans le conseil qui va planifier la crise, enfin la gestion de la crise, de la production en fonction de cette crise et tout, pour essayer d'y mettre fin, on va en fait mettre les principaux et même les responsables centraux de cette crise. Enfin, c'est une logique, je pense, qui marche un peu sur la tête, quoi. Et en plus, il faut voir que le périmètre d'action qu'offre une stratégie électorale sur le plan de la crise écologique, c'est complètement en fait en dehors de l'ampleur en fait de la crise qu'on vit. Ça se voit, je pense, beaucoup d'un point de vue géographique, on va dire.
Parce que le point plus de Mélenchon, c'était de dire on va faire en fait une transition en France, on va faire en fait construire une espèce de France verte avec plusieurs mesures, le protectionnisme écologique, l'adaptation du territoire, les rénovations, etc. etc. Et en fait, ça c'est plus une logique de préférence nationale et d'adaptation en fait du territoire qui est en lien en fait avec ce que je disais, plus d'essayer de convaincre les entreprises. Parce qu'en fait, ça c'est dire aux entreprises, les amis, regardez, si on fait la transition, ça va être bien pour vous, vous allez en fait avoir un avantage par rapport à vos concurrents, etc. etc. Et ça nie aussi totalement le fait qu'en fait la France c'est une puissance impérialiste. Hein. C'est une puissance qui va au Mali, c'est une puissance qui va faire des interventions, c'est une puissance qui va piller des ressources, et qu'en fait faire une France verte, c'est continuer en fait dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est un point en fait essentiel qu'il faut retenir de ça. Et je disais du coup que le périmètre d'action d'une stratégie électorale, il était complètement en dehors de l'ampleur de la situation. Et je pense qu'il faut voir ça du coup sur le point géographique, mais aussi sur le point des temporalités. Ce qu'on a vu pendant la campagne beaucoup, c'est que la France insoumise, il disait beaucoup le GIEC nous laisse 3 ans pour réduire les émissions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, si peut-être que vous l'avez dite vous-même aussi, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais il y avait beaucoup ça, c'était en fait un des arguments principaux de campagne, c'est il nous reste que 3 ans pour réduire les émissions, il nous reste 3 ans, attention il nous reste 3 ans, du coup il faut aller voter. Et en fait, là on voit aujourd'hui, c'est plus tout ça hein, la situation. La France insoumise, pour elle, il ne reste plus 3 ans. Hein. Là, pour la France insoumise, en fait, il reste 5 ans de guérilla parlementaire, de déposer des amendements, de faire la bataille en fait, au Parlement, etc. Et il reste 5 ans en fait, d'attente pour aller avoir la chance en fait, de voter pour eux la prochaine fois. Et je pense que si on pousse encore plus un peu l'analyse et la critique de ça, en dernière instance, c'est des mesures qui peuvent en fait bénéficier à certaines franges de la bourgeoisie en fait, qui peuvent avoir des intérêts dans une situation de tension qui s'exacerbe, de bénéficier en fait de ces politiques-là, de s'implanter sur des nouveaux marchés soi-disant écologiques, etc. Et en fait, cette logique-là, ça renforce aussi le discours des entreprises dont je parlais un peu, qui disent en fait être les principales solutions en fait au problème de la crise écolo. Et en gros, qu'on serait tous dans le même bateau, mais qu'en fait, les entreprises elles manquent pas de bonne volonté, mais il faut leur laisser un petit peu de temps, il faut leur donner un petit peu d'argent, etc., pour qu'elles puissent nous aider à nous sortir de cette crise, etc. Et ça c'est très bien vu parce que Geoffroy Roux de Bézieux, donc le patron du MEDEF lui-même, il déclarait pendant la campagne être en faveur d'une planification écologique. Bon, ça c'était surtout pour bénéficier d'aides publiques massives pour les entreprises parce qu'elles ont besoin d'argent pour faire la transition. Et également Macron, en fait, qui reprend les termes de la planification écologique de Mélenchon, et la France insoumise, en fait, s'en félicite. Elle croit qu'en fait, parce qu'il a repris les termes, etc., ils ont modifié l'agenda écologique et la politique, en fait, de Macron de fond en comble, quoi. Et voilà, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que nous, on ne bataille pas, en fait, contre la France insoumise comme ça, parce qu'on ne les aime pas ou quoi, c'est parce qu'en fait, on pense que face à la crise, c'est en fait un programme et une logique, une stratégie qui vient brider en fait totalement la radicalité potentielle qu'il peut y avoir dans la jeunesse. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en France, il y a quasiment 8 jeunes sur 10 qui disent ne pas faire confiance en fait au gouvernement sur la question de l'écologie. Et qu'en fait, le projet de la France insoumise, il vient en fait enfermer cette question-là entre les mains non seulement du gouvernement, mais aussi en fait dans en fait le capitalisme. Et voilà, c'est pour ça que je dis que ça vient beaucoup brider et limiter en fait le potentiel de cette jeunesse-là, qui voilà, est, comme on disait, est consciente des problèmes, se politique sur cette question-là, et également en fait est en recherche de perspectives. Et donc en fait, en dernière instance, le mieux qu'on nous propose, nous, aujourd'hui, face à la crise, dans ce système-là, c'est de nous mobiliser, d'aller faire la campagne, d'aller voter, etc., pour quelqu'un qui nous dit il faut en fait que vous nous aidiez à mettre un pansement, à réparer ce système qui nous a amené en fait à cette situation-là. En fait, nous, c'est pas du tout ça qu'on veut poser comme discussion. Nous, on ne veut pas réparer ce système-là. Nous, on veut se poser très clairement la question de comment est-ce qu'on détruit ce système-là et qu'on crée une société qui permet en fait de vivre en harmonie avec la nature et de répondre aux besoins de tous. Et bon, pour conclure un peu cette histoire, je pense que le fait que la jeunesse et le mouvement climat en fait, se soient tournés vers l'Union populaire et la NUP, c'est avant tout plus un symptôme en fait, du manque de perspective et une conséquence des stratégies, des échecs en fait, que le mouvement climat a encaissé. Et en fait, c'est aussi le fait de se retrouver face à une crise
tellement énorme en fait qu'on a du mal à savoir en fait quel fil tirer, par quel bout prendre et quelle stratégie, etc. avoir. Et que ça mène forcément vers des politiques qui nous semblent en fait réalisables immédiatement, qui nous semblent possibles en fait dans le cadre de ce qu'on connaît, mais en fait avec toutes les désillusions, toutes les démoralisations en fait que ça va engendrer par la suite, quoi. Et en dernière instance, je pense que aussi il faut en fait être humble, et c'est aussi le signe d'un mouvement révolutionnaire qui n'a pas réussi en fait encore pour l'instant à dialoguer sérieusement avec ce mouvement climat-là, et justement de poser et de montrer des perspectives à la hauteur de la crise. Du coup, à rebours, nous, de ces stratégies qui démobilisent, qui démoralisent, etc., on voudrait vous convaincre qu'on n'est pas des pessimistes, nous, de notre côté. On pense que, et c'est pas pour être des optimistes naïfs ou penser que la crise, elle n'est pas aussi violente que ce que tout le monde vit et connaît, on pense que par contre, il y a une stratégie qui est possible pour sortir de la crise qu'on est en train de vivre. En fait, pour nous, à rebours de toutes les stratégies qui diraient qu'il faut mettre un pansement au système, le réformer, le modifier, etc., on pense qu'il faut l'abattre. Abattre ce système qui, en fait, met tout en œuvre pour maintenir les profits et l'ordre à l'échelle internationale qui, en fait, est aujourd'hui responsable de la crise climatique. Pour nous, la réalité, c'est que, comme le disait Vincent dans sa partie au début du topo, il va y avoir des contestations sociales, il va y avoir en fait des contradictions en fait à la crise qu'on est en train de vivre, et ça va pas en fait se résoudre tout simplement comme si le capitalisme ne va pas se détruire de lui-même, ne va pas retomber comme si de rien n'était, et on va avoir une situation apocalyptique, etc. On pense qu'il va y avoir au contraire des contradictions de la lutte de classe. Et beaucoup en fait de batailles à mener pour que toutes ces révoltes qui vont se réveiller en fait du fait de la crise climatique, elles se transforment en révolution. La catastrophe, elle va être déclencheur de crise et de remise en question en fait du système. La réalité, c'est que ce qui est utopique, c'est de penser qu'on va créer un mouvement politique ad hoc en fait sur le côté de la lutte, etc., qu'on va devoir construire en fait des luttes écologistes pour développer la conscience des masses, qu'il faudrait même sortir du système pour essayer d'émietter l'État, de se retrouver dans des ZAD, des habitats communs, etc., et d'essayer de se construire un ailleurs en fait en dehors du capitalisme. Nous, la réalité, c'est qu'on pense que les forces des militants, elles vont devoir être présentes au sein des luttes qui vont émerger en fait du fait de la crise écologique qu'on est en train de vivre. Pourquoi il va y avoir des luttes? Et pour expliquer un peu ça. La crise écologique, elle va amplifier les tendances aux révoltes qu'on voit déjà depuis plusieurs années. Je pense que vous avez été à plusieurs topos et vous le savez, notre dada, c'est de dire qu'il y a un nouveau cycle de la lutte des classes. Depuis 2016, en France, on le voit avec des luttes tous les ans, mais dans le monde entier. Et il y a beaucoup de ces luttes qui ont émergé aussi autour de questions climatiques. Il y a eu au Liban des révoltes en fait de la soif, de la faim. Il y a eu en fait les printemps arabes qui ont beaucoup émergé en fait à cause de situations de sécheresse, de pauvreté, d'augmentation des prix, etc. liées à la crise climatique. Et en fait, il y a aussi même dans les pays qui ne sont pas sous domination impérialiste mais qui sont impérialistes, des tensions liées à l'augmentation des prix de l'énergie, de l'inflation, du manque de ressources qui vont être source de conflits. Actuellement, par exemple, au Royaume-Uni, il y a des grèves en fait historiques qui n'ont jamais eu lieu depuis des années, de dockers, de cheminots, etc., justement sur ce terrain de la question de l'augmentation du prix de l'énergie. Et il y a même une partie de la population qui explique qu'elle refusera de payer plus cher en fait sa note d'électricité. Mais au-delà de l'inflation et des prix de l'énergie, ce qui va aussi se jouer dans tous les pays du monde, c'est l'augmentation et de la dureté en fait du travail, de la dureté en fait pour les travailleurs en fait de bosser en fait sur des conditions climatiques encore plus précaires. On l'a vu, la situation par exemple au Qatar avec les travailleurs qui bossent pour la Coupe du Monde, mais on le voit même quand des travailleurs à UPS, je pense que j'ai déjà utilisé cet exemple hier, mais je vais le remettre. Parce que je trouve que c'est important, mais des travailleurs à UPS qui, par exemple, dans une société de livraison qui fait des millions de profits, se retrouvent avec même pas d'air conditionné dans leur camion et en fait suffoquent et meurent au travail. Et c'est ça en fait qu'on va devoir subir comme classe ouvrière en fait ces prochaines années. Et par ailleurs, en plus de ces conditions de travail qui vont causer la mort de nombreux d'entre nous, avec par exemple cet été 4 ouvriers qui sont morts en 2 semaines au travail, ce qui va aussi se jouer, c'est des mesures antisociales très fortes pour essayer de nous faire payer la crise.
Je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà dit sur les gilets jaunes, mais c'est par exemple la discussion qu'il y a eu au moment des gilets jaunes, c'était de savoir justement quels étaient les responsables, qui devait payer la crise, et ça a créé une lutte qui a remis en question comme jamais en fait le pouvoir en France ces dernières années. Et la crise, en fait, elle va reposer, comme on disait, sur les épaules des plus précaires, sur les épaules de la classe ouvrière. Et on voudrait aussi aujourd'hui déconstruire une idée qui, en fait, aussi, en plus de l'idée qu'il n'y aurait pas de lutte, qu'il n'y aura pas de réponse, en fait, violente, parce que ça, déjà, on le sait qu'il y en aura. Mais l'idée aussi que, en fait, la réalité, c'est que on serait dans une situation où la classe ouvrière est inconsciente de ce qui se passe, où en fait il n'y aurait pas de possibilité en fait de révolte au niveau des entreprises, etc. La réalité, c'est que, comme le disait Adrien hier par exemple, de Grandpuits, qui est un militant raffineur à Total, il expliquait voilà, que en fait, ceux qui subissent en première ligne la crise écologique, c'est les travailleurs. C'est eux en fait qui voient leur forêt se dégrader, qui voient qu'ils ne peuvent plus se baigner dans les lacs à côté de chez eux, qui subissent même les conditions de travail affreuses en fait dans les entreprises qui polluent le plus, que ce soit voilà comme il racontait l'odeur du gasoil, etc. Et du coup en fait la conscience de la classe ouvrière, elle est déjà en train d'avancer beaucoup sur ce terrain-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour nous, les marxistes, qui peut changer la société, qui peut bouleverser, qui peut remettre en question le système dans lequel on vit et qui est responsable de cette crise, c'est la classe ouvrière. La classe ouvrière, comme on l'a vu pendant le Covid, en fait, ce sont ceux qui font tourner la société et c'est les seuls qui, pendant cette crise pandémique, ont essayé de gérer la crise alors que les patrons étaient bien tranquilles chez eux, en fait, à faire des profits en télétravail. Pendant ce temps-là, il y avait des travailleurs de la manutention, des livreurs, des livreuses, des aides-soignantes, des infirmières, des chauffeurs de bus, de train, qui en fait faisaient tourner le monde sans même avoir de matériel de protection, en fait au mépris de leur santé, et qui en fait ont montré que c'est eux qui sont au cœur de ce qui est le plus utile à la société et de la vie collective. Mais dans le même temps, il y avait aussi des travailleurs qui étaient obligés de bosser en fait même dans les entreprises non essentielles pour continuer les profits des grandes firmes qui ne voulaient pas cesser la production, même des choses les plus inutiles à gérer la crise climatique. On avait un camarade, nous par exemple, qui s'appelle Gaëtan, qui travaille en fait dans l'aéronautique, dans une entreprise qui s'appelle les Ateliers de la Haute-Garonne, qui pendant la crise climatique a été obligé d'aller bosser pour produire la crise du Covid, a été obligé d'aller bosser pour produire des rivets aéronautiques alors que les avions n'étaient même pas en circulation. Et ça, en fait, beaucoup de travailleurs l'ont dénoncé pendant la crise. Beaucoup de travailleurs se sont mis en droit de retrait, ont expliqué que ça n'avait aucun sens et c'était totalement irrationnel d'aller produire en fait autre chose que ce qu'il fallait, c'est-à-dire des masques, des respirateurs, de quoi en fait avoir des bonbonnes d'oxygène, etc. Dans un moment où en fait on n'avait pas assez de matériel et on avait des morts en fait de la crise du Covid. Et en fait, pour nous, ce moment-là, il a beaucoup aussi posé la question, justement, qui nous importe beaucoup en tant que révolutionnaires, de qui contrôle la production et pourquoi, en fait, alors que c'est les travailleurs qui subissent les conditions de travail les plus dégradées, etc., qui sont au cœur du système de production, qui savent le mieux comment ça fonctionne, ce ne serait pas à eux de décider. Et ça aussi pour aller contre une partie du mouvement climat qui penserait voilà, notamment que, et nous on pense que c'est progressiste aujourd'hui, qu'il y a une partie du mouvement climat qui dit la question c'est le système de production, c'est qu'il faut aller bloquer les raffineries, les mines, etc. Mais ce qu'on a envie de dire un peu à cette génération-là, c'est que en fait, qui peut le mieux bloquer une mine que si en fait il y a une grève des mineurs massive en fait et qui remet en question le patron et impose un rapport de force. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu, par exemple, un blocage en fait par Ende Gelände, qui est un mouvement en Allemagne qui existe depuis plusieurs années, qui bloque notamment des mines de charbon, etc. Et ils sont allés bloquer le port de Hambourg. Et en même temps, il y avait une grève de dockers. Et en fait, il n'y a pas eu de lien entre la grève de dockers et le blocage des écologistes, voire même, pour certains de ces militants, les travailleurs, ils seraient aussi responsables. Mais alors dans tout ça, si les travailleurs ils sont aussi responsables, pour qui on se bat et pour quelle humanité on se bat alors si en fait ce sont si en fait les responsables c'est en fait ceux pour lesquels on se bat. La réalité c'est qu'en fait nous on pense que les responsables on les a pointés au début et que surtout ce qu'il va falloir voir c'est comment justement les seuls qui peuvent en fait réorganiser la production
de toutes ces usines qu'on pourrait occuper, reprendre, mettre en grève, paralyser, ce sont les travailleurs eux-mêmes, parce que c'est eux qui savent voilà, qu'est-ce qui est rejeté dans la nature, qu'est-ce qui pose un problème de sécurité dans telle ou telle usine, et c'est pas les militants écologistes qui peuvent savoir ça. Et donc, loin du pessimisme, nous on pense justement qu'il existe une classe ouvrière qui est politisée sur les questions d'oppression, qui subit les conséquences de la crise climatique et qui est déjà en fait en lutte contre les entreprises qui posent le plus important des problèmes. Aux États-Unis, il y a une nouvelle génération ouvrière qui s'appelle la génération U, on dit ça voilà, en ce moment, mais c'est pas que aux États-Unis, mais cette génération U, elle est intéressante parce qu'elle est en train de se battre contre les pires pollueurs, contre Amazon, contre Starbucks, contre en fait McDonald's, pour dire en fait, nous on en a marre en fait de ne pas pouvoir se syndiquer, d'avoir des conditions de travail au rabais, etc. Et qu'est-ce que ce serait si ces mêmes travailleurs, ils posaient aussi la question à ces entreprises de comment elles produisent, pourquoi elles polluent, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on bouffe, etc., etc. Et surtout, la force de la classe ouvrière, c'est que c'est une classe internationale. Elle existe en fait dans le monde entier, et même si le capitalisme il utilise des délocalisations pour essayer de diviser notre classe en fait, et produire avec des normes écologiques moins importantes dans des pays où c'est plus possible d'exploiter de la main-d'œuvre bon marché, la réalité c'est qu'on peut poser la question aussi de comment en fait on crée une solidarité à l'échelle internationale et qu'on pose la question de la crise à l'échelle internationale à partir de la classe ouvrière. C'est ce qu'on a vu par exemple à Grand Puy. Nous, je ne sais pas si vous avez suivi cette lutte, il y en a qui étaient là hier au topo, mais nous, avec les militants de Révolution Permanente, on a construit une grève de raffineurs en alliance avec des secteurs du mouvement climat l'année dernière, avec voilà, notamment comme figure principale Adrien, qui est pompier à la raffinerie de Grand Puy. Et pendant cette grève, ce qui s'est aussi posé, c'est de savoir voilà, qu'en fait ce qu'on ne voulait pas, c'est que alors que Total dit qu'il va faire des projets de biopétrole en France qui en fait sont soi-disant écologiques, en fait il va aller construire des pipelines en Ouganda, exploiter de la main-d'œuvre en fait en Afrique et en fait voilà, délocaliser juste la production polluante, tout ça en fait avec un projet qui en plus n'était même pas non polluant, le projet qui était proposé pour délocaliser la raffinerie. Donc tout ça pour dire que la classe ouvrière, pour nous, c'est la force par laquelle on peut modifier la tendance, on peut renverser le système, parce que pour les raisons que je viens d'exposer. Et pour aller vers la conclusion, mais surtout pour repartir aussi du coup de Grand Puy, ce que ça a montré, c'est que ces ouvriers-là qui géraient la maintenance, qui géraient la sécurité, ils n'ont aucun intérêt à polluer les environs, mais ils n'ont même aucun intérêt au projet écocide que proposent les entreprises, parce que c'est ça qui détruit leurs emplois, qui abaisse leurs conditions de travail, qui les met en concurrence avec des travailleurs dans le monde entier, en fait, qui sont encore plus exploités, etc., etc. Mais que ça se fait pas tout seul. Comme le disait Polo hier, au topo sur Grand Puy, ce qui s'est posé par exemple à Grand Puy, c'est que les travailleurs ils disaient c'est très bien, nous on est d'accord que le projet il est écocide, mais si on commence à dénoncer le projet, on va même pas avoir de projet de reconversion du site, on va juste perdre notre emploi. Et cette division qu'entretient le capitalisme, c'est une division qui lui permet d'exister, de continuer en fait, de en fait polluer, produire comme il le fait, etc., et d'empêcher des révoltes et la jonction des colères. Et c'est pour ça que pour nous, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il faut, c'est une organisation politique qui, en fait, essaye de faire à la fois, on va dire, qui essaie de prendre à la fois la radicalité de la jeunesse militante pour le climat, qui est consciente des enjeux écologiques, et en fait la force politique sociale de la classe ouvrière qui est liée à sa place dans le système de production, et que c'est ces deux choses-là qui permettraient de faire péter la bombe, ou en tout cas voilà, de remettre en question profondément le système. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on pourrait imaginer une société sous contrôle des travailleurs où on produirait pour les besoins de la majorité et pas, en fait, selon l'agenda économique des entreprises milliardaires. Et c'est aussi pour ça que nous, voilà, on a des désaccords avec, par exemple, les solutions décroissantes, etc. Parce que nous, on pense que l'enjeu, c'est pas tant la croissance ou la décroissance, l'enjeu, c'est surtout qui contrôle la production, pourquoi faire, dans quel but, etc. Et si la société est organisée par nous, par les travailleurs, etc., on pourra décider, nous, en fait, qu'est-ce qu'il faut augmenter de produire, qu'est-ce qu'il faut arrêter de produire, etc. Et essayer de le faire d'un point de vue le plus écologique possible et pas le moins cher, le plus rentable possible. On l'a vu pendant le Covid, par exemple, que le capitalisme, ce qu'il a fait, c'est pas produire trop de vaccins. Ce qu'il a fait, c'est en produire pas assez pour créer de la concurrence, pour empêcher les pays, par exemple, sous domination impérialiste, d'avoir des vaccins, etc., etc., et essayer en fait d'augmenter les prix, d'augmenter les coûts,
de créer des brevets en fait et d'empêcher en fait que la majorité de la population ait accès en fait à des vaccins. Et pour aller sur ça, nous on pense que comment on fait pour que les intérêts aujourd'hui de la classe ouvrière et ceux du mouvement climat ils se rejoignent dans cette idée-là de construire une société débarrassée d'exploitation, de l'oppression et où justement voilà, on contrôlerait nous-mêmes la production. Pour ça, il faut des militants politiques révolutionnaires qui bataillent contre les bureaucraties syndicales dans les entreprises qui en fait divisent les intérêts en permanence. Quand en fait il y avait des grèves de jeunes, de lycéens, de collégiens le vendredi pour le climat, jamais la CGT, jamais aucune des bureaucraties syndicales n'a appelé à la grève en fait des travailleurs pour rejoindre la mobilisation des jeunes qui étaient mobilisés pour le climat. Jamais la CGT, les principales directions syndicales ne font des grèves pour des questions de salaire ou d'emploi, etc., où ils appellent des militants écologistes, comme nous on a pu le faire à Grand Puy. Mais même au niveau des bureaucraties étudiantes, il y a très peu aujourd'hui dans les universités d'organisations et de tentatives en fait pour essayer de lier par exemple les luttes de jeunes sur le climat avec les luttes de travailleurs. Et pour ça, pour nous, la responsabilité, elle en vient aussi à la gauche révolutionnaire et à l'importance d'avoir un programme et des perspectives qui nous permettraient en fait de réfléchir à construire en fait un avenir pour l'étincelle de la colère. Je me suis emballée là un peu. Mais pour ça, du coup, nous à Révolution Permanente, on défend un programme jour à jour au niveau des entreprises dans lesquelles on a des militants, que ce soit les cheminots qui pendant leur grève demandent en fait des transports publics moins polluants, gratuits, contre la casse des services, qui se battent en fait contre le néolibéralisme qui détruit les conditions de travail, privatise et détruit en fait notre seule solution viable pour les transports, qui serait d'avoir des transports publics et gratuits. Nous on se bat aussi par exemple à Grand Puy quand on appelle les associations pour le climat pour lutter en commun contre des projets écocides, pour montrer la nécessité de l'expropriation des entreprises énergétiques sous contrôle des travailleurs. On se bat aussi, même en Argentine, quand nos camarades en fait, du PDS, ils se battent contre les accords du FMI, qui sont aussi des accords qui vont ouvrir la voie à des nouvelles projets d'extraction ultra polluants. Et nous, on a un programme qui est un programme pour s'organiser pour une nouvelle société débarrassée d'exploitation, de l'oppression et de la destruction de la nature. Et pour nous, la seule solution, du coup, c'est cette histoire de grève générale pour le climat, c'est-à-dire de comment, en fait, on pourrait imaginer une paralysie générale de la société, de la part des travailleurs, qui mettrait en question le système de production dans son ensemble et remettrait en question le capitalisme. Et c'est pour ça qu'on va vous inviter à se battre, parce que, comme disait, pour finir un peu sur ça, comme disait Rosa Luxembourg en 1915, face à la boucherie de la Première Guerre mondiale, la société bourgeoise se retrouve à la croisée des chemins, soit en transition vers le socialisme, soit en régression vers la barbarie. Et c'est peut-être une idée un peu, voilà, qui nous a été un peu enlevée, voilà, depuis l'ère néolibérale, etc., qui aurait une possibilité d'un autre avenir du communisme, d'une autre société. Mais nous, on a justement envie de discuter de ça, que c'est possible d'envisager une société construite différemment aux mains des travailleurs et qui ne respecte pas, en fait, qui respecte justement la nature et ne détruise pas l'environnement.